Bonsoir à tous. J'espère que la technique fonctionne. J'ai l'impression que oui. Il est 18h30. C'est l'heure pour nous de commencer ce webinaire. J'aurai le privilège d'être accompagné de Rémi Jusant, directeur du Fund Management, qui va, Bonjour à tous. Qui va nous accompagner pour rentrer dans le détail de la gestion et des fondamentaux immobiliers de chacune de nos SCPI, vu que c'est le programme de ce soir. Donc une présentation, je laisse les derniers participants arriver, mais une présentation qui sera en deux grands temps. Premier temps où on revient plutôt rapidement sur les fondamentaux macroéconomiques et du marché immobilier en général, pour ensuite vous présenter les conclusions que nous avons eues sur notre campagne d'expertise et revenir sur chacune des CPI, ses fondamentaux immobiliers, avec Rémi qui est passé pour nous rappeler la bonne gestion de ces derniers mois. Je valide les derniers entrants, les derniers invités, et nous pouvons commencer. Donc, comme je vous le disais, dans un premier temps, revenons sur le contexte de marché et la revalorisation à la baisse des prix de nos SCPI. Et pour revenir sur ces points-là, impossible de ne pas parler des thèmes qui ont animé les 3 dernières années sur les points macroéconomiques. Le premier étant l'inflation. Souvenez-vous, la reprise de l'activité après Covid avait déjà généré un petit pic d'inflation. Ça a été accentué par le conflit en Ukraine, avec les pressions sur les matières premières et sur les prix de l'énergie. Et toutes ces tensions inflationnistes avaient conduit les banques centrales à avoir des politiques monétaires d'austérité, donc de augmenter les taux pour contraindre l'activité et diminuer l'inflation. On voit maintenant que depuis un trimestre ou deux, le pic de l'inflation est clairement derrière nous. On va se stabiliser. Vous allez, dans la partie plus foncée de ce graphique, voir les projections pour 2024 et 2025 et un atterrissage de l'inflation selon les différentes zones économiques. Alors, il y a toujours des disparités, que vous soyez en Chine, aux États-Unis ou dans la zone euro, mais vous voyez un atterrissage entre 2 et 3% pour toutes les zones, ce qui permet, et fait le lien naturellement, aux banques centrales d'ajuster leur politique monétaire. Encore une fois, la séquence de hausse des taux qui a eu lieu entre 2022 et 2023 est d'une brutalité historique. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les discours de ces banques centrales et que vous regardez les prévisions des économistes et ce qu'elles annoncent, eh bien, le pic de l'austérité monétaire semble derrière nous. Et alors, on ne rentrera pas dans le jeu des prévisions de qui va commencer à baisser ses taux, parce que bien heureux celui qui aura la bonne réponse, et nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu de devinette-là qui est beaucoup trop incertain. Mais ce qui nous semble assez clair, c'est qu'on se profile sur les 2-3 prochaines années vers des perspectives durables de baisse de taux pour soutenir l'activité économique, soutenir le marché de l'emploi et soutenir les entreprises. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est en 2024? À titre individuel, j'ai tendance à penser que oui, mais seul l'avenir pourra nous confirmer. Mais les baisses de taux sont plutôt devant nous, ce qui est quelque chose de positif, parce que ça va contrebalancer la violence de la remontée des taux des 2 dernières années. La conséquence de la remontée de taux, c'est que ça a rebattu les cartes des marchés immobiliers. Et vous voyez ici ce chiffre important qui est de se dire que, eh bien, les volumes d'investissement immobilier, toutes zones confondues, alors en Europe, ont été en baisse de 50%. Et vous voyez que même par rapport à la moyenne décennale, donc la moyenne des 10 dernières années, on est sur à peu près 40% de baisse par rapport à la moyenne historique. Et il faut rajouter à cela que le marché, et Rémi m'arrêtera si je dis une bêtise, a été plutôt actif en début d'année et beaucoup moins en deuxième partie d'année, ce qui nous laisse penser que cette tendance-là se confirme pour 2024. 2024 a commencé comme une des années les pires sur les volumes de l'investissement. On est vraiment sur la même tendance que la fin 2023. Donc évidemment, avec la baisse prévue des taux, on espère un retour des investisseurs sur le marché de l'immobilier. Mais voilà, ça va reprendre encore quelques années pour revenir sur des niveaux au moins équivalents à ce qu'on a vu sur les moyennes décennales. Une des hypothèses serait que ce serait le miroir de l'année 2023 inverse. Enfin, encore une fois, ça c'est du très court terme. Nous avons, nous, des approches
beaucoup plus long terme, même si on est obligé de composer avec ces paramètres-là. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a impacté vraiment quel est le mécanisme qui a impacté les valeurs immobilières et pourquoi est-ce que quand les taux remontent, les valeurs des actifs s'ajustent? Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important et on en a beaucoup parlé avec les clients ces derniers mois. C'est de revenir sur l'historique. Alors là, il n'y a que 2019 et 2020, mais vous voyez, en vert, on va dire fluo, vous aviez les taux de rendement bureau prime dans les quartiers centres des affaires à Paris qui étaient descendus aux alentours de 2,60, 2,70. Alors que les emprunts d'État à long terme français, lot et 10 ans, étaient tangents positifs, négatifs en fonction des périodes de constatation. Vous aviez une prime de risque d'environ 2,5% par rapport au taux sans risque. Et quand les taux et les politiques monétaires ont commencé à se tendre et que les taux longs ont remonté, eh bien la prime de risque immobilière est elle-même remontée. Et qu'est-ce que c'est que cette prime de risque? Parce que c'est un peu du jargon quand même. C'est ni plus ni moins que la rentabilité d'un actif à un moment donné. C'est les loyers moins toutes les charges divisé par le prix d'acquisition, ça vous donne un pourcentage de rendement. Et effectivement, c'est assez naturel de se dire que pour détenir un actif immobilier, eh bien, on veut un rendement supérieur à un taux sans risque. Et c'est pour ça que eh bien, ces fameux rendements prime bureau sont passés de 2,60, 2,70 à près de 4%, voire plus de 4% aujourd'hui, ce qui conduit mécaniquement à une baisse de la valeur de l'immeuble. Parce que les loyers, certes, se sont un petit peu appréciés, mais pas assez pour compenser eh bien, cet écartement des primes de risque. Alors aujourd'hui, on est plutôt dans la période où on se stabilise sur les primes de risque et on a aussi des perspectives baissières sur les taux. Donc, on devrait sortir de cette période, je dirais presque de paralysie sur les marchés immobiliers où on ne sait plus trop quels sont les justes prix et on imagine assez volontiers une normalisation de cette situation à venir avec les baisses de taux potentielles. Rémi, c'est OK pour toi? Tout à fait. Pas de commentaire. Alors, vous voyez donc qu'on a eu des pressions sur les valeurs immobilières, mais qu'est-ce qu'il en a été des rendements locatifs et des distributions sur nos produits? On a repris aussi, sur cette diapositive, les taux de distribution qu'on annonçait en début d'année pour 2023 et la réalisation de cette distribution. Et vous voyez que pour toutes nos SCPI, on est dans les fourchettes de distribution annoncées. Donc on est bien sur une crise. C'est une crise quand on a ce genre de baisse de valeur, quand même, en immobilier. On est sur une crise qui touche la valeur des immeubles et principalement, et dans une moindre mesure, voire pas du tout dans certains cas, qui ne touche pas le rendement locatif. Alors, c'est à prendre au cas par cas, ce n'est pas une garantie de ce qui va se passer dans le futur, mais en tout cas, l'année dernière, les rendements se sont maintenus et les valeurs, elles, ont été challengées. Aujourd'hui, et pour finir cette première partie, nous avons fini ce qu'on appelle le round, la session d'expertise de fin d'année au 31/12/2023. Donc, ça veut dire que les experts sont passés, que nous avons échangé avec eux, qu'ils ont rendu leur copie et que pour l'intégralité de nos SCPI, les prix de part se trouvent dans le fameux tunnel de plus ou moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution 31/12. Donc, il n'y a aucune raison, à date, de faire évoluer encore les prix de part, que ce soit à la baisse, si vous voyez certains prix qui sont légèrement au-dessus de l'équilibre, ou à la hausse pour les SCPI qui peuvent être en dessous du milieu de ce tunnel. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Rémi, un commentaire? Alors, oui, en fait, ce qu'il faut retenir, hein, et je pense que vous l'avez déjà en tête, c'est que quand nous avons fait cette valorisation extraordinaire au 30 juin 2023, nous avions également fait une projection des valeurs des patrimoines au 31 décembre. Et c'est sur cette base de projective que nous avions décidé d'ajuster les prix de part. Et effectivement, on n'était pas forcément obligé de le faire quand on l'a décidé, mais c'était par responsabilité qu'on avait décidé de projeter les valeurs pour qu'on puisse vendre nos parts au bon prix sur le second semestre 2023. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a finalement eu raison dans cette démarche parce que l'objectif qui était d'être à peu près à l'équilibre, donc quand on dit l'équilibre, c'est à peu près d'être au milieu de tunnel, le prix de part par rapport au tunnel de valeur de reconstitution est atteint sur l'ensemble de la gamme et qu'évidemment aujourd'hui, on n'a pas de sujet, on est au bon prix, on commercialise les SCPI au bon prix. Merci Rémi pour ces précisions. C'était ce premier point sur lequel nous voulions revenir. On enchaîne sur maintenant moins le passé, mais plus l'avenir. L'avenir étant une analyse
alors avec le temps qui nous est imparti aujourd'hui, mais une analyse plus en détail des fondamentaux immobiliers de chacune de ces SCPI. En amont, je reviens sur les grandes typologies, mais voilà, nous avons une gamme de SCPI qui est complémentaire. Il faut savoir que depuis la fin de l'année dernière, 100% de ces SCPI sont labellisés investissement socialement responsable, qui est quelque chose qui nous tient évidemment à cœur et qui est encore une matérialisation de notre engagement au-delà de la gestion et du taux de rendement, d'avoir pour nos clients une gestion responsable et de minimiser notre impact autant que faire se peut. PF Grand Palais, qui est une SCPI principalement bureau en Ile-de-France, comme son nom l'indique. PFO, qui vient de fêter ses 25 ans, qui est une SCPI diversifiée, qui investit dans toute typologie d'actifs en France et en zone euro. On a 40% d'actifs à date en zone euro, ce qui est un des critères intéressants, notamment en termes de diversification. PFE2, qui est notre SCPI la plus importante avec des engagements environnementaux forts, que ce soit en termes de réduction de consommation d'énergie primaire et de consommation d'eau. C'est une SCPI avec on va dire, un engagement fort de réduction de l'empreinte de ces immeubles. Et la dernière année, PF Hospitalité Europe, qui est une SCPI qui investit exclusivement en zone euro hors France et principalement dans le secteur de l'hôtellerie, de la santé. C'est le thème que nous avons déployé. Donc, sans transition, on commence par PFO. PFO, qui est une SCPI opportuniste qui a été créée après une des dernières grandes crises immobilières des années 90 et qui avait pour but à l'époque d'être opportuniste sur un marché qui était plein d'inefficience. C'est une SCPI aujourd'hui qui fait peau neuve puisqu'il y a eu une grande restructuration à la fin de l'année 2020 où on a pu diversifier le patrimoine, l'internationaliser et aujourd'hui les résultats, que ce soit immobiliers et financiers, sont extrêmement intéressants. C'est une SCPI qui va surfer sur les différents cycles sans contrainte et qui a un petit stock de plus-value assez intéressant. Mais assez parlé des généralités, aujourd'hui on veut des choses un peu plus précises. Est-ce que ça marche? Je zappe pour toi, Rémi. Je te laisse la main. Alors effectivement, PFO, vous avez ici quelques chiffres principaux sur la SCPI pour vous la présenter. Donc une année de création en 1998, Victor le disait, hein, c'était à l'issue de la crise des années 90. PFO a été créé justement pour aller chercher les opportunités de marché. À date, on avait des valorisations extrêmement faibles et elle a commencé à constituer son patrimoine dès les années 90. Fin des années 90. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder bien évidemment le taux de distribution 2023. On est à 5,70% qui place PFO parmi les meilleurs SCPI du marché. Et vous voyez qu'un taux de distribution prévisionnel prévu entre 5,90 et 6,30%. Alors, peut-être ce taux, je rappelle, qui s'apprécie sur le prix de part de PFO. Celui de 2023, il a été calculé sur l'ancien prix de part et le prévisionnel 2024, il est calculé sur le nouveau prix de part. Donc, ce qui vous explique un petit peu l'augmentation que vous avez entre ce 5,70 et la fourchette, c'est uniquement l'effet, on va dire, dénominateur. Le numérateur, à savoir le dividende, lui, devrait être stable. On a des fondamentaux immobiliers qui sont extrêmement solides. Vous en voyez un d'ailleurs sur cette slide tout en bas, c'est 45 jours. 45 jours de report à nouveau, c'est ce que nous avons créé sur l'exercice 2023. On était à 15 jours en fin d'année 2022. On est passé à 45 en fin d'année 2023. Ce report à nouveau, c'est un des outils qui nous permet d'avoir une distribution la plus lissée possible, parce que l'objectif, hein, bien évidemment pour PFO, c'est d'avoir atteint un niveau de distribution en 2023 et de pouvoir le pérenniser sur les années prochaines. C'est pour ça qu'on a créé du report à nouveau. On a une année opérationnellement extrêmement forte et extrêmement bonne sur PFO, et ça nous a permis d'aller créer du report à nouveau pour éventuellement pallier à des problèmes dans des années futures. Un point sur lequel on voulait revenir aussi également avec Victor, c'est le taux d'occupation de la SCPI. 95,2%, c'est un taux d'occupation qui est extrêmement élevé pour une SCPI qui a 25 ans et qui a aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, 320 baux et 134 immeubles. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous êtes sur un patrimoine mutualisé, donc vous avez
toujours de la rotation. Hein. Donc, vous avez forcément dans une SCPI qui a 25 ans une rotation qui est normale. Hein. On a des départs de locataires, des relocations, et puis c'est aussi ce qui fait progresser les loyers de la SCPI. Donc, ce taux d'occupation financier que vous voyez affiché à l'écran est extrêmement solide, et c'est celui qui explique les très bons résultats qu'on a pu connaître sur l'année 2023 et qu'on projette sur l'année 2024. Un chiffre intéressant également, c'est ce 5,5 ans que vous avez, donc c'est la WALB, on appelle ça en anglais la WALB, en français la durée ferme moyenne des baux, c'est-à-dire que sur PFO, on a 5,5 années d'années fermes de bail moyenne, c'est-à-dire qu'on a grosso modo 5,5 années de cash flow qui sont sécurisées. Alors vous verrez que sur les autres SCPI gérés par Perial, on est souvent à des niveaux inférieurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur des actifs qui sont européens. En Europe, on n'a pas le fameux 369 français qui nous contraint en France, nous, d'avoir des durées fermes qui sont plus courtes. Et surtout, on est sur une SCPI qui a 28% investi dans l'hôtellerie. Et donc, dans l'hôtellerie, on a traditionnellement des baux qui sont beaucoup plus longs. Pourquoi? Parce que l'hôtel étant l'outil de travail numéro 1 d'un exploitant, il sera plus enclin à vous signer des baux qui font 10, 15, 20 ans. Et donc, effectivement, ça tire les durées fermes moyennes à la hausse et ça sécurise la SCPI. Quelque chose qu'on aime bien regarder sur nos SCPI, c'est aussi le scoring de solvabilité. Donc, qu'est-ce que c'est C'est une nouveauté. Alors, c'est une nouveauté dans les présentations. On aime bien le montrer parce que, évidemment, nos locataires font l'objet d'un process de sélection qui est extrêmement strict. Hein. Quand on signe un bail ou quand on achète un immeuble avec des locataires déjà en place, on fait une étude approfondie sur la solvabilité de nos locataires potentiels. Et donc, ce qu'on vous présente ici, c'est justement ce score. Combien sont-ils notés et quel est leur risque de faire défaut? On sait qu'aujourd'hui, la situation économique française et européenne tend à devenir plus maussade que ce qu'elle a pu être et qu'on a des défaillances qui sont en augmentation par rapport au début des années 2020 ou des années 2010. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la moyenne du portefeuille géré par Perial est à 14,2 sur 20 et celle de PFO, un petit peu comme ça, à 13,5. Ce qu'il faut bien regarder, hein, c'est à droite, qui est en plus petit, c'est l'échelle de risque. Donc, c'est un cabinet externe qui nous l'a fourni. Vous voyez qu'entre 12 et 14, on a un risque faible, et entre 15 et 20, un risque très faible. Donc voilà, donc on est très bien positionné, on a un risque faible sur les SCPI PFO, et c'est évidemment quelque chose qu'on suit, qui ne nous met bien évidemment pas à l'abri de potentielles défaillances, mais c'est un suivi important qu'on fait sur notre patrimoine, parce que, évidemment, un des défauts de locataire, ça implique des défauts de paiement de loyer, des procédures qui coûtent cher à la SCPI, donc c'est vraiment capital de suivre cet indicateur. Qu'est-ce qu'il faut retenir donc de ces quelques fondamentaux? Alors, PFO, qu'est-ce qui va passer sur l'année 2024? Premier point, et ce serait peut-être pour vous donner un détail sur l'ensemble de la gamme, c'est que aujourd'hui, PFO a des parts en attente de retrait. Peut-être que vous êtes en attente de retrait sur PFO, et c'est évidemment ce sur quoi on travaille en priorité en 2024. C'est retrouver de la liquidité sur l'ensemble de nos produits. Donc, on a plusieurs initiatives en cours qui devraient faire en sorte qu'on retrouve de la liquidité. C'est vraiment notre priorité à date. Cette situation de liquidité, il faut bien avoir en tête qu'elle n'a aucun impact sur la distribution que les associés restants vont avoir en 2024 et les années futures. C'est juste que ce sont des parts en attente de retrait qui sont évidemment dommageables pour les personnes qui ont immédiatement besoin de retrouver le fruit de leur investissement. Mais voilà, encore une fois, on travaille à retrouver ce niveau de liquidité au plus vite parce que c'est ça qui est le plus important pour la SCPI. En revanche, au niveau distribution, et j'y reviens, on a eu donc une année extrêmement solide en 2023 et on projette une année 2024 également dans la même veine avec une distribution en ligne avec ce qu'on a fait au niveau du dividende net, mais comme je l'ai expliqué, en hausse au niveau du taux de distribution. On peut bénéficier donc pour cela d'un RAM qui a été reconstitué, on repart à nouveau, je vous l'ai expliqué, également d'un stock de plus-value qui est tout à fait positif en fin d'exercice et qui permet d'aller encore distribuer la plus-value sur 2024. Et on continue à travailler notre portefeuille pour continuer dans cette dynamique
aller créer de la plus-value au moment des cessions, aller rechercher des actifs sur le marché qui vont apporter du rendement à la SCPI, etc. Donc, place tout un plan pour continuer cette dynamique. Et notre objectif, c'est bien évidemment de délivrer un taux de distribution pour 2024 supérieur à 6% et de rester dans le peloton de tête des SCPI du marché. Merci Rémi. On enchaîne avec PF Hospitalité Europe. J'ai vu une petite question, mais on a un petit temps d'échange à la fin. Je ne vous oublie pas. Donc, PF Hospitalité Europe, c'est notre SCPI 100% européenne spécialisée dans l'immobilier d'accueil, l'éducation, la santé et l'hébergement, l'hôtellerie, qui va surfer sur des besoins sociaux et sociétaux en sous-offre et en augmentation. Donc, c'est le vieillissement de la population, c'est l'augmentation du tourisme dans l'Europe, on va dire continentale de l'Ouest principalement. Donc, c'est une SCPI qui a non seulement une thématique actuelle, mais surtout une thématique qui va durer dans le temps. Et ça, on en a une grande conviction. Alors, quelques chiffres clés pour rappeler un petit peu ce qu'est PF Hospitalité Europe. Elle a été créée en 2020, c'est la dernière SCPI créée par le groupe Perial. On a atteint un taux de distribution en 2023 de 4,20%. Et le taux de distribution prévisionnel pour 2024 est entre 4,20 et 4,80. Là encore, vous avez l'effet du prix de part entre les 2 années. Et là encore, vous pouvez voir qu'on a créé du report à nouveau en 2023. On était à 11 jours en fin d'année 2022, pardon. On est passé à 33 jours. Voilà, on veut là encore travailler la distribution et donc amener petit à petit la SCPI vers une hausse de cette distribution. Et le taux d'occupation sur PF Hospitalité Europe? Alors, ça va aller beaucoup plus vite sur PF Hospitalité Europe parce que, comme je le disais, c'est une SCPI qui est jeune, donc on a acheté évidemment un patrimoine qui était 100% loué. Mais au-delà de ça, ça fait écho un peu à ce que j'expliquais sur PFO. On a à peu près aujourd'hui, on a un patrimoine qui est composé essentiellement d'hôtels et de maisons de santé ou de résidences seniors. Et là encore, ce sont des équipements qui sont les outils de travail des exploitants. Donc, là encore, on a des baux qui sont très longs. Vous voyez la WAL dont je parlais. Ici, on est à 17,1 années. Et évidemment, on continuera de louer avec des baux importants. Et puis surtout, on est hors France. Et donc, là encore, nous n'avons pas la contrainte du 369. Donc, on a un portefeuille qui est extrêmement solide, loué à 100% et avec une WAL très importante. On fait le même exercice sur la solvabilité? Exactement. Alors là, la solvabilité, vous voyez qu'on est en ligne avec la moyenne Perial. On est encore à risque entre risque faible et très faible, si j'arrive à savoir ce que c'est exactement dans leur échelle. Mais là encore, on est sur des exploitants hôteliers ou spécialistes de la santé. Donc, on a une vraie vigilance sur ces exploitants-là. Donc, voilà, on est là encore en ligne avec la moyenne Perial qui est très faible. Ok, donc à retenir. Donc à retenir sur PF Hospitalité Europe, on a eu une distribution en hausse sur l'année 2023. On est passé à 7,21 € par part. Donc on a atteint un taux de distribution de 4,20 contrairement à 4,02% et un taux de distribution prévisionnel entre 4,20 et 4,80. Ce qui est important sur PF Hospitalité Europe, c'est qu'on a obtenu le label ISR tout début janvier 2024. Donc, on applique et on déploie la politique Perial de consolidation et de développement et de notre stratégie ESG également sur cette SCPI. Donc, on a tout un plan de développement pour maintenir notre label ISR. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la SCPI. Et évidemment, on va continuer à acheter des actifs et à développer la SCPI en ce sens. Petite parenthèse, vous le voyez à la fin, on n'a pas de part en attente de retrait sur cette SCPI. Elle est plus jeune, évidemment, plus maniable, entre guillemets, et puis on a moins ce sujet de SCPI qui ont comme PFO 25 ans, où effectivement, on a des associés qui voulaient sortir plus vite, qui ont des périodes de détention plus élevées. Merci Rémi. PF Grand Paris, en avant-dernière position, c'est une SCPI que vous connaissez, je pense, très bien, qui investit sur le marché francilien, plutôt de bureau. On aurait tendance à vouloir la diversifier dans les années à venir, mais c'est tout de même, en termes de bureau, le plus grand marché en Europe et le 3e au monde. Donc voilà, on ne remet pas en cause l'intérêt du bureau, surtout qu'on voit que le télétravail effectivement a impacté les modes de travail, mais n'a pas transformé à ce point
que les gens ne veulent plus aller au bureau, donc c'est pas du tout le sujet. Le bureau reste cœur dans la vie des entreprises et dans la vie des investisseurs immobiliers. On cible des actifs attractifs. On ne rentre pas dans le thème immobilier aujourd'hui de PF Grand Paris, mais il y a des thèmes extrêmement forts d'accessibilité, de placement des immeubles sur le périmètre du Grand Paris, donc du Grand Paris Express, pardon. Donc c'est vraiment, encore une fois, un thème immobilier extrêmement fort avec un trend très puissant. Mais au plan fondamental, immobilier et gestion, qui est le thème du jour. Alors également, donc, si on reprend les quelques chiffres clés, donc vous voyez l'année de création en 1966, la plus ancienne SCPI encore sur le marché. Cette date a son importance hein, parce que ça matérialise le fait qu'on a commencé à acheter des actifs à partir de ces années-là. Et donc la SCPI dispose d'un stock d'actifs achetés dans les années 70, 80, 90, 2000, où effectivement les valorisations étaient bien inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, malgré la baisse qu'on a pu connaître ces quelques derniers mois, et donc qui regorge de plus-value qu'on peut aller créer en matérialisant des cessions. Sur l'année 2023, nous avons atteint un taux de distribution de 4,34%. On avait un objectif entre 4,10 et 4,40, donc on est plutôt en haute fourchette, évidemment. Et on a annoncé un taux de distribution pour 2024 entre 4,80 et 5,20. Là encore, vous voyez qu'on a créé du report à nouveau. On est à 44 jours à fin d'année 2023. On était à 11 à fin d'année 2022. Donc là encore, on a eu une année opérationnelle très bonne sur PF Grand Paris. On a plutôt constitué des réserves, hein, donc en dépit du fait qu'on a atteint le haut de fourchette de distribution. Pourquoi? Parce que là encore, on a eu un dividende en hausse par rapport à 2022, mais on veut pérenniser ce dividende. Donc voilà, on va créer des réserves qui sont des bons leviers, en tout cas, à avoir dans ces moments de doute sur l'immobilier. Donc, en tout cas, une excellente année opérationnelle sur PF Grand Paris. Un arrêt sur l'image sur l'activité locative? Sur l'activité locative, on est à un taux d'occupation financier de 92,3%, avec plus de vacances que ce qu'on a pu constater sur les deux anciennes SCPI. Ce sont donc des locaux qui sont sur le marché. On a un marché locatif sur le bureau aujourd'hui qui est plus tendu, plus difficile que sur les autres SCPI, mais vous voyez que ceci n'a pas altéré la distribution. Une WALB qui est plus faible, hein, j'en parlais tout à l'heure, ici on est uniquement sur le marché français, donc forcément on a des durées fermes qui sont inférieures, mais voilà, on continue, et c'est le travail d'asset manager que nous sommes, de relouer, faire tourner le patrimoine pour aussi aller chercher plus de valorisation, parce que c'est ça qui nourrit bien évidemment nos loyers et notre distribution. Okay. Le même exercice que les autres sur la solvabilité? Sur la solvabilité, vous voyez que là, ici, on est un petit peu en deçà de la moyenne périelle. On est à 13,6, mais on reste là encore en risque faible. On a peu, en tout cas, enfin voilà, on est toujours des locataires qui soit ne sont pas référencés dans notre base par notre prestataire externe, ou soit qui sont plus en difficulté du fait de la situation, mais on reste dans une proportion avec un risque faible, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la SCPI. Généralement, on n'en parle pas trop, mais il y a les taux d'encaissement qui sont liés à cette solvabilité, mais sur des fonds comme PF Grand Paris, en fin de période, on a des taux d'encaissement qui sont de quel ordre? Alors évidemment, on n'arrive jamais à avoir des 100% parce que c'est toujours une date un arrêté, mais on est entre 95 et 97%, voire 98% pour l'ensemble de la gamme périenne. Voilà, ça c'est un critère qui est important, c'est effectivement de louer, de facturer, mais surtout d'encaisser à la fin pour pouvoir redistribuer à vous, associer ces dividendes. Merci Rémi, le petit mot de la fin, toujours sur la SCPI? Oui, alors donc, ce qu'il faut retenir sur PF Grand Paris, c'est qu'on a eu des résultats solides en 2023. Comme vous pouvez le voir, un résultat net qui est en progression de 7,1% par part. On a eu une acquisition sur l'année 2023 qui était un hôtel à Saint-Ouen. Donc, comme le disait Victor, on commence cette diversification. On veut un petit peu plus ouvrir PF Grand Paris. On est dans un marché où aujourd'hui, on peut aller se permettre des acquisitions sur des classes d'actifs qu'on appelle alternatives à des taux qui sont intéressants pour la SCPI. Donc, on va se positionner dès qu'on va le pouvoir. On a là également des parts en attente de retrait, et comme pour PFO, c'est évidemment notre priorité de régler ce sujet, mais comme je disais pour PFO, on n'a pas de sujet, ceci n'altère pas notre
perspective de distribution qui reste solide. Je vous ai annoncé tout à l'heure la fourchette qu'on avait annoncée entre 4,80 et 5,20%, avec évidemment pour l'objectif d'atteindre les 5%, et donc voilà, de continuer à faire travailler le patrimoine de la SCPI, toujours en distribuant des loyers, mais aussi en distribuant des plus-values de cession. On a un programme de cession qui tourne régulièrement. On a d'ailleurs vendu vendredi dernier un actif à Nantes pour, si ma mémoire est bonne, à peu près 15 millions d'euros, 14,75, et la valeur comptable de cet actif était 8,4 millions. Donc, le delta va venir alimenter le stock de plus-value et sera distribué là également aux associés de manière définie à partir du deuxième trimestre. Merci Rémi. Donc effectivement, il y a la possibilité de faire des plus-values, surtout quand on a acquis des immeubles il y a longtemps. Il y a des avantages d'avoir des SCPI avec des vieux patrimoines, comme celui-là. On finit avec PFO2, c'est notre principal SCPI en termes d'encours sous gestion. Une SCPI qui a été créée, encore une fois, après une crise plutôt financière, mais un peu avec il y avait des notes immobilières sur la crise de 2008, mais c'est une SCPI qui avait pour but et qui a toujours pour but d'avoir une démarche environnementale très forte avec des réductions de consommation d'énergie, comme je vous le disais, et de consommation d'eau, avec un constat sur les 8 années après l'acquisition d'un immeuble. On a, pour toutes les personnes qui sont intéressées sur ce thème-là, des équipes marketing et de gestion et de RSE qui travaillent sur un rapport extra-financier qui est extrêmement dense, extrêmement fourni pour montrer tous les efforts qui sont faits. Je vous invite à aller les voir parce que c'est vraiment passionnant de voir que dans cette gestion où souvent on ne parle que de chiffres, l'impact que l'on peut avoir notamment en immobilier sur l'écosystème et sur l'environnement est très fort. C'est encore une fois pas le thème du jour, je pourrais faire à l'occasion d'un prochain webinaire avec Anne-Claire, mais on reste sur les fondamentaux immobiliers, Rémi. Alors effectivement, les chiffres clés, on va revenir tout d'abord sur le taux de distribution de 4,10%. On avait annoncé en 2023 un taux entre 4 et 4,40. On est donc plutôt en bas de fourchette. Alors comment s'explique cette distribution sur l'année 2023 ? Principalement par plusieurs effets. Donc d'abord, la bonne nouvelle qu'on a eue sur PFO2, c'est qu'on a eu des revenus locatifs en hausse. On a bien loué le patrimoine, on est allé chercher les indexations sur le patrimoine européen, donc on a au global des revenus qui ont progressé d'à peu près 10% sur l'année. En plus de ça, on a effectué un travail important sur les charges de la SCPI pour les réduire, donc ça a également contribué aux résultats courants en hausse. En revanche, et c'est là-dessus où en fait ce résultat a été un petit peu diminué, c'est qu'on a eu une charge financière importante sur PFO2. Je m'explique, cette charge financière, elle est principalement due au tirage de lignes court terme. Alors les lignes court terme dans la mécanique de PFO2, elles venaient, si vous voulez, en avance de la collecte. Donc on tirait sur une ligne court terme, puis la collecte venait rembourser ces lignes court terme. Et comme la mécanique de collecte s'était un petit peu grippée sur l'année 2023, où la collecte a été bien moindre par rapport aux années précédentes, nous n'avons pas pu rembourser ces lignes court terme comme on souhaitait. Donc ces lignes court terme, elles nous ont coûté cher parce qu'elles sont directement liées à l'Euribor 3 mois qui a beaucoup augmenté pendant la période. Et donc ça nous a évidemment impacté négativement le résultat de l'année 2023. Malgré tout, le résultat 2023 est en hausse par rapport à celui de 2022 et on prévoit un résultat 2024 en hausse également par rapport à 2023. On travaille aujourd'hui de manière très poussée pour atteindre plutôt le haut de fourchette sur PFO2 et pour atteindre donc un dividende en hausse par rapport à 2023. J'espère pouvoir communiquer dessus peut-être au moment du semestre. On verra si on peut réduire un petit peu plus la fourchette qui a été annoncée entre 4,40 et 5%. Le RAN est resté ici, donc le report à nouveau à un niveau à peu près équivalent à celui que nous avions en 2022, donc à savoir 14 jours. Au niveau du taux d'occupation, on est sur un taux d'occupation à 91,7%. Donc là encore, vous le voyez, un effet de locaux vacants. On a beaucoup travaillé sur la relocation des espaces sur PFO2, mais on a eu également des libérations qui ont baissé ce taux d'occupation financier et qui reste la priorité pour la SCPI, donc de continuer à remplir nos immeubles comme on sait le faire. Toujours le score de solvabilité ?
le score de solvabilité, voilà, on est également en ligne avec la moyenne de Perial, 14, donc risque faible sur la SCPI de PFO2, et on le voit d'ailleurs sur PFO2, c'est celle où on encaisse le mieux les loyers, puisque je crois que sur l'année, on était entre 98 et 99%. Donc c'est voilà, le reflet de ce score de solvabilité. Ok, merci beaucoup. Et encore une fois, le mot de la fin. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement notre SCPI qui a une démarche environnementale au cœur de sa gestion. On a un résultat net qui a été supérieur au résultat 2022 et on travaille à toujours améliorer évidemment ce résultat, comme je vous le disais. On a un plan sur l'aspect environnemental. On veut continuer à progresser et à rester les leaders sur cette thématique. Aujourd'hui, on est parmi les rares SCPI à avoir une classification SFDR 9. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a que 6 SCPI sur le marché qui le sont. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement poussé et on veut aller encore plus loin. On travaille avec notre équipe développement durable et ESG pour aller à l'étape d'après, ce qui n'existe pas encore en SCPI. Donc, voilà, pour continuer à délivrer aussi, en plus de la performance financière, une performance extra-financière parmi les meilleurs du secteur. Merci Rémi, je crois qu'on a fait le tour. J'ai 2 petites questions auxquelles on peut répondre. Je pense que la première, on va voir, je vais m'en occuper, c'est est-ce que faire du report à nouveau, ce n'est pas désavantager les souscripteurs en place? Donc ça, c'est une question qu'on retrouve pas à chaque présentation, mais assez régulièrement. J'ai envie de dire qu'il y a des avantages et des inconvénients à être associé dans une SCPI à capital variable, mais c'est extrêmement sain d'avoir une SCPI dans laquelle il y a des nouveaux investisseurs qui rentrent pour pouvoir diversifier le produit, répondre aux attentes, investir dans le patrimoine. En ce moment, avoir de la collecte nous permettrait d'investir dans des immeubles avec des taux qui sont extrêmement relatifs. Donc, voir des nouveaux investisseurs diluer un tout petit peu de RAN ne serait pas grand-chose, à mon avis, au regard de l'effet positif de la révolution qu'il pourrait y avoir. Mais en tout cas, nous, ce que l'on a décidé, c'est une stratégie à laquelle on se tient chez Perial Asset Management, c'est d'utiliser le report à nouveau pour lisser la distribution des dividendes dans le temps. C'est une posture que l'on a et que l'on a toujours eue, que l'on explique dans les rendez-vous avec nos clients, c'est pas une surprise. Donc effectivement, on a souvent cette question, mais en tout cas, je précise aujourd'hui que cette politique tient et tiendra dans le temps parce que c'est comme ça que l'on veut gérer, c'est-à-dire on veut lisser les mouvements sur la partie distribution. Deuxième question, bon, plutôt pour toi, Rémi, est-ce que augmenter le taux de distribution en baissant le prix de la part, est-ce que c'est vraiment augmenter la distribution? Là, peut-être qu'il y a une précision entre le résultat courant et la distribution. Oui, alors effectivement, je voulais préciser, hein, on augmente le taux de distribution souvent sur les CPI parce qu'il y a cet effet mécanique de baisse de prix. On ne le fait pas pour ça, bien évidemment. Hein. Le prix de part, lui, est lié aux valeurs des immeubles. Là, ce qu'on essaie de vous dire et de vous communiquer, c'est que la distribution, elle reste stable, voire faire le travail. En tout cas, pour qu'elle s'apprécie. Donc, l'augmentation du taux de distribution, évidemment, il y a cet effet dénominateur qui est malheureusement lié au taux directeur et à la baisse qu'on a pu connaître, mais il y a aussi un effet sur le travail qui est fait pour augmenter le dividende. J'ai une question qui est alors, 100% pour toi. Est-ce qu'on peut avoir une communication en amont du paiement des distributions trimestrielles, 15 jours avant, par exemple? Alors, les paiements se font tous les 25 du mois suivant le trimestre. C'est très difficile pour nous de communiquer avant, 15 jours avant. Je vous explique pourquoi, parce que le process est le suivant. Typiquement, aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore la vision de la distribution qu'on va faire le 25 avril. Pourquoi? Parce que les comptables sont en plein arrêté et donc ils ont plusieurs éléments à prendre en compte et ils vont nous communiquer un état des comptes d'ici la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, moi, je vais pouvoir voir si c'est bien en ligne avec nos prévisions, les challenger, comprendre ce qu'ils ont fait, voir si c'est en ligne. Enfin voilà, il y a tout un process interne et après cela, on définit en tant que société de gestion la distribution qu'on va appliquer. Je rappelle que c'est un acompte. Donc un acompte anticipe une distribution sur l'année et donc on doit prendre une décision sur ce qu'on va donner. Donc, malheureusement, je suis bien incapable 15 jours avant de me positionner. La décision, elle se prend en général 5 jours avant. Donc voilà, on est contraint et en général, on communique au moment
donc de la distribution le 25, soit le bulletin, soit la fake news sortent le même jour pour donner évidemment des explications sur la distribution. D'ailleurs, nous envisageons très sérieusement le prochain webinaire le jour du 25 pour les commenter en direct. Exactement. Si rien ne s'y oppose, ce sera notre prochain rendez-vous. Je vois une question intéressante du plan immobilier. Est-ce que les JO auront un impact sur Grand Paris? Alors, les JO, donc, évidemment, ce qui a un impact, c'est tout ce projet du Grand Paris Express, qui est un projet colossal. Ce qui, pour nous, va avoir un impact à long terme, c'est la création de toutes ces lignes de métro. Aujourd'hui, on a 25% de notre patrimoine sur Grand Paris qui est sur une ligne du Grand Paris Express, sur une future ligne. Donc ça, on a la conviction que, en termes de valorisation, ces immeubles-là devraient s'apprécier avec ces nouvelles perspectives et ces nouvelles lignes de métro. Quant au JO, donc avec un effet plutôt, comment dirais-je, positif sur l'économie française. Alors évidemment, on a parlé de notre hôtel B&B qui devrait avoir des bonnes performances et certainement du loyer variable que ça va déclencher. Après, au niveau au niveau français, il va y avoir effectivement certainement une dynamique économique et on sait que la dynamique économique, elle se retrouve après dans la location de bureaux. Donc évidemment, il va y avoir une mécanique et un effet positif de ces JO, en tout cas sur l'économie française et donc sur la location de bureaux pour Grand Paris. La dernière question, parce qu'après on va arriver au bout et après, de toute manière, on est toujours disponible. C'est une question avec beaucoup de tiroirs. Quid de la collecte en cours? Rémi, est-ce qu'il y a des plans de cession sur une partie du patrimoine pour retrouver de la liquidité? Où en est-on sur les institutionnels? Question autour de la collecte. Est-ce que tu... Voilà, je pense qu'une fois qu'on a répondu à ça, on aura une bonne idée. Alors effectivement, donc la collecte, aujourd'hui, elle est beaucoup plus faible que ce qu'elle était historiquement chez Perial. On a eu, à partir du moment où on a baissé les prix de part, on a eu évidemment une baisse de cette collecte qu'on voit encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a encore des situations de part de retrait, c'est qu'on n'a pas une collecte suffisante pour les payer. Donc évidemment, chaque mois, il y a un petit peu de retraits qui sont payés avec la collecte. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les retraits, ils ont été demandés essentiellement sur les mois de septembre et octobre au moment de la baisse des prix ou au moment où les institutionnels avaient besoin de liquidités de leur côté et qui se sont mis dans les carnets. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont encore ces institutionnels qui sont dans les carnets. Donc les situations varient entre les SCPI, mais de mémoire entre 2/3 pour Grand Paris jusqu'à 90% pour PFO. Donc c'est eux qui sont sur les carnets. Et parfois, c'est une voire deux lignes qui représentent 90% des carnets. Donc c'est pour ça que de notre côté, on travaille ardemment à solder ces lignes qui sont les plus pénalisantes pour les SCPI. Alors on a plusieurs solutions, plusieurs initiatives là-dessus. On a éventuellement de les mettre en relation avec d'autres institutionnels qui seraient prêts à prendre ces lignes-là à un prix décoté. Après, nous, on n'intervient pas là-dessus, donc c'est un accord entre un vendeur et un acheteur. Éventuellement, on réfléchit à un fonds de remboursement pour les faire sortir. Donc, qui dit fonds de remboursement dit plan de cession, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on privilégie des sorties un petit peu arrangées entre deux institutionnels, mais hors de notre adhésion. Et nos plans de cession, qui sont des plans normatifs, comme on a toujours eu sur nos SCPI, ils visent plutôt soit au désendettement pour justement aller rembourser des lignes court terme dont j'ai parlé, ou soit pour aller créer de la plus-value sur des actifs qu'on a ciblés et où on sait qu'on peut aller créer de la valeur et créer de la plus-value. Notre gestion, elle consiste bien à privilégier les intérêts des porteurs de parts, et pas à privilégier les sortants. Donc, on privilégie une gestion courante qui va chercher du dividende ou de la performance par le désendettement. Là, c'est du rationnel pur, c'est-à-dire qu'on va chercher la solution qui va créer le plus de valeur pour les associés, parce que même s'il y a des retraits, il y a 98% des gens qui restent dans les SCPI et qui perçoivent leurs dividendes. C'est ça le point à retenir aussi, c'est que nous, on se bat et on gère pour les gens qui vont rester dans les SCPI. Exactement. On a essayé de répéter ce message, mais c'est vrai que vendre aujourd'hui n'est pas le meilleur moment, parce que effectivement il y a le sujet de liquidité.
il y a ce sujet de baisse de valorisation. En revanche, le dividende continue de tomber, donc voilà, on privilégie ça, on est plutôt sur le moyen terme et le long terme plutôt que sur le très court terme, mais évidemment, ça fait partie de nos obligations et de notre engagement de résoudre ce problème de liquidité, et je vous le disais, c'est un des axes majeurs de nos réflexions en 2024. Nous y travaillons ardemment. Nous arrivons au terme du temps imparti. S'il y a encore des petites questions auxquelles on n'a pas répondu, nous traiterons avec vous. J'en vois quelques-unes, je le verrai avec l'équipe dès demain. Je vous remercie pour votre présence, pour vos questions. C'est plus agréable quand c'est interactif. J'espère que les sujets abordés vous ont plu. N'hésitez pas à nous faire nos retours. Si vous avez des idées de thèmes, je suis preneur. On ne fait pas ça pour se faire plaisir, on fait ça pour vous donner de l'information et pour être transparent le plus possible avec vous. Donc vraiment, si vous avez des envies de sujets abordés, la partie investissement responsable, une partie peut-être plus financière avec toi Rémi à un moment donné, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, le rendez-vous suivant, il sera pour la distribution du premier trimestre, soit le jour J, soit un petit peu après, nous verrons. Et encore merci Rémi de ta présence et de toutes ces informations. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée.